Porto Novo. 45 minutes plus tard, les voilà qui font leur entrée dans la ville capitale. Allez, partez. Les manifestations sont placées sous le regard de Serigne Hadi Mbaké, fils de Serigne Moudou Mbaké, dépêché de Touba pour présider cette journée culturelle et religieuse, la Ziara, qui marque le passage de Cheikh Ahmadou Bamba au Bénin lors de sa déportation vers le Gabon. Les Mourides, tout en gardant le caractère religieux de la fête, à partir de la 20e édition, lui assignent d'autres objectifs. Notre objectif est de créer un lien solide entre la ville sainte de Touba et la ville historique de Porto Novo, en général entre les peuples du Sénégal et du Bénin. Et il nous a dit de choisir nous-mêmes quelle place on veut. Il va nous le donner. On a choisi une fontaine qui est source de vie et source de paix. Il nous a promis aussi de nommer la rue qui mène vers la lagune qui est en face de la maison de gouverneur d'avant. Ils vont le nommer Cheikh Ahmadou Bamba. Un désir qui reçoit l'assentiment de l'autorité communale qui fait de Cheikh Ahmadou Bamba une source immense d'inspiration spirituelle. Je vous sollicite simplement de nous adresser un courrier officiel au maire de la ville pour que nous puissions étudier favorablement cette mise à disposition afin que vous ayez un domaine sur lequel vous pouvez ériger une infrastructure pour perpétrer les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Et pour marquer leur volonté d'impliquer leurs frères musulmans béninois dans cette célébration, l'honneur leur est revenu de présenter Cheikh Ahmadou Bamba aux Mourides sénégalais. Des témoignages et révélations ont été faites à l'occasion de cette 25 minutes de présentation. Les colons avaient arraché le parfum qu'ils possédaient dans la main et l'ont jeté dans la mer. Il semble que c'est un pouvoir pour lui, donc ce parfum-là, si on le laisse à lui, il va s'envoler, il va partir. Ils l'ont lancé dans la mer. Donc on l'a amené ici au Dahomey, précisément à Porto Novo. Arrivé à Porto Novo, le miracle qu'ils ont eu de Cheikh Ahmadou Bamba, que Dieu a fait pour se vénérer, le même parfum qu'ils ont pris chez lui dans le bateau et ils ont jeté dans la mer. Après l'avoir enfermé là où ils l'ont enfermé, ils ne savent pas où, par quelle information. Des femmes béninoises qui ne sont pas sénégalaises, des femmes béninoises porto-noviennes, ils sont sortis toutes menues de ce même parfum, chacune d'entre eux qui ont venu remettre à Cheikh Ahmadou Bamba. À cette 19e édition, une exposition sur la vie et les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba a été faite à la place Bayol. La procession entre la place et la lagune de Porto Novo a marqué la fin de cette célébration qui fait place à la 20e édition qui marque également le passage il y a 125 ans de Cheikh Ahmadou Bamba au Bénin. Dans la famille Cissé, c'est l'anniversaire de Aïcha, 1 an. Un anniversaire célébré en grande pompe, portrait géant de la petite Aïcha, mur décoré, une longue file de Happy Birthday, le tout accompagné d'un joli gâteau personnalisé. Un anniversaire au goût bien américain, voulu par sa tante Rosa. Je voulais un gâteau à l'américaine, comme ce qu'on voit à la télé ou bien dans les réseaux sociaux, comme bébé Aïcha, celle qui fête son anniversaire. Elle adore les dessins animés. Donc par l'occasion, j'ai commandé ce gâteau chez Chips Cake pour avoir un joli gâteau avec un joli design de Minnie Mouse.
Pour offrir ses rêves d'américanisation à la classe moyenne sénégalaise, Binta Diaye crée Chips Cake, sa start-up spécialisée dans la confection des gâteaux à thème, de la décoration des gâteaux d'anniversaire sur mesure. On a l'habitude, quand on regarde des films, des téléréalités et tout, on voit les Occidentaux, ils ont des gâteaux vraiment époustouflants, c'est beau. Et puis, souvent, des personnes se demandent, est-ce qu'on peut avoir ça au Sénégal? Est-ce que c'est possible d'avoir ça? Je me suis dit, oui, on va avoir ça au Sénégal et c'est moi, la jeune Sénégalaise, qui va faire ces gâteaux. Faite à la maison, l'une des grandes pâtisseries, Binta Diaye prend du plaisir sur chaque gâteau commandé. Avec sa sœur, le gâteau de chaque client est spécial. Elles y accordent la même attention à l'esthétique et au goût. Et le résultat est sans commentaire, comme les gâteaux qu'on voit dans les séries télévisées. Nous sommes très influencés par les Américains, les Français, par les Occidentaux en quelque sorte. Et nous copions un peu leur mode de vie. Nous voyons ce qu'ils font et nous aimons cela. Nous voulons aussi avoir la même chose. Et les gens que nous aimons, nos super-héros et tout, d'habitude, ça vient des Occidents. Donc, c'est normal qu'on les voit avoir certaines choses et qu'on veuille avoir exactement pareil. Et pour expliquer cet engouement, le psychologue Serine Morbaye pointe les doigts au manque d'offres des sociétés africaines. En fait, c'est l'ailleurs qui les fascine. Et tous les sous-produits culturels ou alimentaires ou ce qu'on veut vestimentaires nous parviennent ici chez des jeunes qui sont presque 60% de notre population, qui a moins de 25 ans et qui n'est pas séduit par le pays. Et par la pauvreté dans la créativité des pays. Donc tout ce qui vient de l'extérieur les fascine et ils sont les plus grands consommateurs, je dirais, des sous-produits américains ou occidentaux. Gâteaux géants, style vestimentaire, l'influence américaine et occidentale gagne la classe moyenne sénégalaise, une classe moyenne composée à majorité des jeunes, et 60% de la société sénégalaise ont justement moins de 25 ans. Plus de 1000 familles déplacées internes issues du nord-ouest et du sud-ouest, vivant dans les départements de Vouré et de Mungo dans la région du littoral, ont reçu au gymnase du lycée polyvalent de Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, des dons humanitaires constitués essentiellement des matelas, des couvertures, du riz, du sucre, l'huile de table, des savons, de l'argent pour le transport vers les lieux d'hébergement. Très contente, puisque les enfants dormaient même au sol hier pour matin. Maintenant, je suis très à l'aise. Moi, ça représente une très grande chose. Je suis ému. Je vais cuisiner comme un grand. Ça nous soulage, puisqu'on ne s'attendait pas. On nous dit merci. Je suis tellement dans la joie pour cette don que le ministre vient nous donner. Ça prouve vraiment que le gouvernement ne nous a pas abandonnés. Mais on prie aussi qu'il y ait la paix pour qu'on puisse rentrer dans nos régions, pour que les enfants puissent fréquenter. Une cérémonie présidée par Paul Altangandji, ministre de l'administration territoriale. À ses côtés, le patron de la région du littoral, les autorités administratives et les chefs traditionnels. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous le faisons simultanément à Douala, Bonabéry et à Bamenda, Upstation. À Bamenda, aujourd'hui, il y a environ 3000 bénéficiaires et ils sont 5000. Alors... Pour rappel, depuis le début de la crise dans les zones anglophones du Cameroun, le plan d'assistance humanitaire d'urgence a été mis sur pied par le chef de l'État avec plusieurs domaines d'intervention. Ceci concerne le logement, l'agriculture, l'élevage, l'alimentation, l'éducation, la santé, l'état civil et l'alimentation en eau potable. Un ruban noir en signe de deuil, Quarantaine le porte depuis que Van, sa fille de 10 ans, est morte il y a 2 mois, une des nombreuses victimes de la faim dans le sud de Madagascar. On ne mange que les feuilles et les fruits du cactus rouge. Il n'y a rien d'autre à manger. Ma fille ne mangeait que ça. Elle n'a pas supporté. Elle est tombée malade. Elle a commencé à maigrir, à perdre du poids et de la force. Puis, elle a eu la diarrhée et a vomi en même temps. C'est pour ça qu'elle est morte. Près d'1 million de personnes souffrent de la faim dans le grand sud malgache. Avec la sécheresse, les récoltes ont été faibles. Seuls les cactus poussent en abondance. La veille, il a plu pour la première fois depuis plus de 5 mois. Les habitants se jettent sur les mares d'eau stagnantes formées par les gigantesques nids de poules. C'est avec cette eau-là qu'on prépare à manger, car on ne trouve rien d'autre que ça. On la donne à nos enfants.
Quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas préparer à manger. S'il n'y a pas cette eau-là, on ne peut pas vivre. Cette eau-là nous rend malades, mais on est obligé de la boire car il n'y a que ça. Pour la plupart des habitants, la source d'eau potable la plus proche se trouve à des heures, voire des jours de marche. Au moins 800 infrastructures hydrauliques comme les puits, forages, impluviums et barrages restent à construire ou à réhabiliter dans la région. Cette eau est trop salée, elle nous donne mal au ventre. Les enfants, tout le monde est malade. La région connaît un exode massif depuis des décennies à cause des sécheresses à répétition et du manque de travail. Ceux qui restent dépendent de l'aide alimentaire pour survivre. Les gens déjà pauvres sont obligés de partager avec leur famille le peu de nourriture qu'ils reçoivent. Ils ne distribuent pas correctement. Une fois par mois seulement, ils envoient les dons dans la commune d'Anjapali. Si au moins il y avait une distribution 1 à 2 fois par semaine, ça ne serait toujours pas suffisant, mais au moins c'est à manger. Selon le Programme alimentaire mondial, il faudrait 35 millions de dollars de dons supplémentaires pour distribuer des rations suffisantes à la survie des habitants de la région. Mais sans investissement massif dans le développement, les crises alimentaires vont continuer. Anzapal, la ville de Quarantaine, est déjà surnommée capitale du Kéré ou capitale de la faim en malgache. Elle raconte son enfance heureuse et puis les coups qui commencent à pleuvoir. Alexandra a 13 ans quand son père commence à la battre. L'enfer physique et psychologique va durer 5 ans avant que la jeune fille ne quitte le domicile familial. Il me frappait toujours sur la tête. Parfois, il me frappait si fort que je volais à travers la pièce comme une balle de ping-pong. En 2015, environ 7500 femmes sont mortes de la violence domestique en Russie, d'après l'association ANA. Une toute nouvelle loi adoptée par le Parlement conservateur prévoit pourtant d'adoucir les peines prévues pour les agresseurs. Une simple amende au lieu de 2 ans de prison, sauf en cas de violence grave ou de récidive. Les conséquences pour les agresseurs sont plutôt sérieuses. Une amende de 78 à 471 € ou une peine de 5 à 15 jours de prison ou des travaux d'intérêt général. La loi, jugée encore trop punitive par l'Église orthodoxe, a provoqué un vif débat dans un pays où la violence domestique est souvent banalisée. D'après un rapport officiel, une Russe sur 5 a été battue par son compagnon au cours de sa vie. C'est un pas de plus en arrière car les femmes et les enfants se retrouvent sans protection. Il est apparemment difficile pour la société de comprendre que la femme victime de violences domestiques vit en réalité une situation de totale vulnérabilité. Même si elle a coupé tout contact avec son père, Alexandra souffre toujours aujourd'hui de dépression et de cauchemars. Elle craint aussi que la nouvelle législation ne renforce le sentiment d'impunité des agresseurs.